Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval et je suis intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, je vous invite à visiter notre site web sociétéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la Société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute. Salut les filles, allô, merci vraiment beaucoup d'être présentes aujourd'hui. Donc, petite présentation. Donc, j'ai avec moi Sophie Cormier-Boutin et puis Josiane Lanouette, toutes deux notaires et juristes de la personne. Vous êtes aussi propriétaire là, du cabinet Lanouette. Oui, Lanouette Cormier-Boutin. Notaire. Oui. Tout à fait. Dans le fond, vous avez repris le cabinet de Maître José Bédard, la personne avec qui j'avais eu le premier balado là, en tout ce qui est volet légal, puis on voulait le revamper un peu, là, puis ramener les informations qui sont plus à jour et tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une demande. Je commencerai peut-être par une courte présentation de vous, pourquoi les droits de la personne, c'est quoi votre spécialité, etc., dans votre cabinet et tout. Bien, moi, en fait, à la base, à la maîtrise, on doit faire un stage. Okay. Puis, j'avais vu l'offre de stage de Maître José Bédard et il y avait la petite case « droit immobilier » n'était pas coché. C'était seulement « droit des personnes, droit des successions ». Fait que je me suis dit « oh mon Dieu, je veux aller travailler là ». Puis finalement, je l'ai eu, puis je suis juste jamais partie. Fait que je suis là depuis 2016. Les droits immobiliers, c'était pas quelque chose qui t'intéressait du tout? Non, moi, j'aimais travailler avec les personnes. Okay. J'ai vraiment eu la piqûre, puis j'aime vraiment ça. Ça doit être quand même rare, là, les cabinets qui sont... justement, qui font pas de droit immobilier puis qui sont spécialisés? Oui. Bien, c'est ça. Moi, contrairement à Sophie, on a étudié toutes les deux là, à l'Université Laval. On a fait notre bac en droit, ensuite notre maîtrise en droit notarial. Et c'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Ouais. Et par la suite, moi, j'ai commencé là, en faisant une pratique plus générale, toujours en pratique privée. Mais j'ai fait du droit immobilier, j'ai fait du droit corporatif. J'ai touché un petit peu à tout. Okay. Et en 2021, là, je me suis joint là, à l'équipe de Maître Bédard. Donc, on travaillait avec Maître Bédard. Bien, Sophie là, travaillait avec Maître Bédard depuis le début et moi depuis 2021. Mais effectivement, là, nous, on est spécialisés en droit des personnes et en droit des successions. Alors, notre quotidien, là, c'est vraiment la rédaction de testaments, de mandats, de protection, de procuration générale. On fait beaucoup aussi de procédures non contentieuses devant les tribunaux là, pour tout ce qui touche à l'inaptitude d'une personne. Puis aussi, on est spécialiste en règlement de succession. Là, on fait des règlements de succession. On accompagne des liquidateurs là, dans leur rôle, en fait, de liquidateur de A à Z là, pour régler une succession. Okay. Puis quand on parle de non-contentieuse, qu'est-ce que ça signifie? Bien, nous, en fait, comme notaire, on peut agir devant les tribunaux lorsque c'est non-contentieux, c'est-à-dire que c'est non-litigieux. Lorsqu'il y a un litige, nous, comme notaire, on doit se retirer du dossier, donc quand il y a un conflit entre des parties. Mais lorsque c'est pas contesté, bien, à titre de notaire, on peut agir comme procureur là, pour les parties, là, pour déposer une procédure devant les tribunaux. Notamment, on va en parler tout à l'heure de l'homologation du mandat de protection, qui est une procédure qui est judiciaire. Et nous, comme notaire, on est accrédité aussi d'ailleurs là, pour faire ce genre de procédure. Donc, c'est ça la distinction. Nous, on peut agir quand il n'y a pas de chicane. Le juriste de l'entente. Oui. Ah, d'accord, parfait, je comprends. Le juriste de l'entente. Quand on débute, là, puis, tu sais, quand, par exemple, il y a un diagnostic de trouble neurocognitif qui tombe, souvent, nous, on conseille aux gens, tu sais, de préparer ou du moins de vérifier leurs papiers, si tout ce qui est volet légal. Qu'est-ce qui est à considérer dans les premières étapes à ce niveau-là? Bien, c'est vraiment de vérifier dans nos papiers, est-ce que j'ai fait testament, mandat, procuration. Aussi, maintenant, c'est possible de faire les directives médicales anticipées. Testament, évidemment, en cas de décès, donc prévoir qui va hériter de nos biens. Également, le liquidateur de la succession qui va s'occuper de fermer les comptes de banque, payer les factures, s'occuper au niveau des impôts, vraiment faire toutes les étapes d'un règlement de succession. Si on a des héritiers mineurs, bien, prévoir qui va gérer les sommes, qui va faire les remises aux héritiers mineurs. L'autre document important, le mandat de protection. Donc, mandat en cas d'inaptitude, mandat en prévision de l'inaptitude, c'est la même chose. C'est juste comme le nouveau terme, un petit peu plus positif, là, si je peux dire. C'est le document dans lequel on va prévoir qui va s'occuper de nos choses. Si jamais un jour on
devient inapte. Donc, c'est seulement un document qu'on va utiliser, qu'on va devoir faire une procédure pour qu'il soit en vigueur si un jour on devient inapte. Donc, le testament, on sait que malheureusement, il faut tout se passer par là, moi aussi. Le mandat de protection, pas nécessairement. On le fait au cas où, si un jour on devient inapte. Donc, qui va prendre les décisions au niveau de l'administration de nos biens, qui va prendre les décisions au niveau de la protection de notre personne, donc consentir aux soins pour nous, au niveau de l'hébergement aussi, prendre les décisions, donc vraiment pour s'assurer qu'on soit bien protégé. Puis également la procuration. Ça, contrairement au mandat de protection, c'est bon tant et aussi longtemps qu'on est apte. Donc ça peut être pratique de le faire également pour autoriser une personne qu'est-ce qui touche à l'administration de nos biens. Il y a différents types, soit bancaire ou général, les deux plus utilisés. Ouais. Bancaire, c'est vraiment à l'institution financière spécifique. J'autorise telle ou telle personne à faire telle ou telle opération justement dans des comptes précis. Puis une procuration générale, bien ça, on fait ça devant notaire, puis vraiment pour autoriser une personne en général, on va donner des pouvoirs de pleine administration. Vraiment, la personne est vraiment plein pouvoir. Là. Donc, par exemple, j'ai un compte à la Banque TD, la Banque nationale, à la Caisse. Bien, c'est un papier pour toutes les institutions financières, pour l'impôt, pour le gouvernement. Donc, ça peut être pratique. Là. Si, par exemple, on est hospitalisé ou on veut déléguer ou on part en croisière, des fois, c'est parce que ça va bien aussi. Oui. Des fois, c'est pas négatif. Oui, pour autoriser quelqu'un à nous aider dans la gestion. Puis si un jour on devient inapte, bien là, la procuration, on la met de côté et elle tombe. Puis là, on fait la procédure pour homologuer le mandat de protection pour qu'il soit en vigueur. Mais au moins, c'est sûr que c'est pas automatique. Là, l'homologation, ça prend quand même un petit bout de temps. Bien, quand on fait la procédure, à partir du moment où le dossier est ouvert à la Cour, bien, au moins la procuration reprend vie. Donc, pour le paiement des comptes, on n'est pas bloqué puis on peut quand même agir. Mais ça, c'est un élément quand même important qu'on pourra peut-être revenir, là, parce qu'avant tout, parce que moi, je l'ai appris dans les conférences auxquelles vous venez à nos groupes de soutien, là, cet élément-là. Puis depuis ce temps-là, quand je le nomme aux gens, on nomme toujours effectivement de faire appel à un notaire pour beaucoup de questions, mais cet élément-là, je le trouve super intéressant. Donc, parce que c'est un élément qui est vraiment stressant, là, s'il y a quelque chose, inaptitude. Ça, en fait, inaptitude... Souvent, quand on reçoit un diagnostic, les gens pensent que diagnostic, on peut plus rien faire, on peut plus rien toucher, puis là, il est trop tard, puis on n'a rien fait. Qu'est-ce qui vous... C'est quoi le processus... je sais que vous en faites un long processus pour s'assurer que la personne, même si elle a un diagnostic, est bel et bien apte à remplir ses papiers si elle ne l'a pas déjà fait. Est-ce que tous les notaires doivent passer par ce processus-là ou comment ça fonctionne? Bien, pour la signature de n'importe quel acte juridique, on doit toujours s'assurer, tous les notaires, que la personne est apte et qu'elle comprend les implications juridiques. Puis que si, par exemple, son conjoint n'est pas là dans la salle, est-ce que la personne est capable de répondre à toutes nos questions puis est à l'aise? C'est important que, justement, la personne, on la considère apte. Si jamais on a un doute, on va demander un billet médical pour s'assurer que la personne est capable de faire ses papiers légaux, donc testament, mandat de procuration, par exemple, pour documenter notre dossier. Puis parfois, même quand les clients nous annoncent qu'ils ont un diagnostic puis qu'ils veulent faire leur papier, des fois, s'ils ne l'avaient pas dit, on ne le saurait même pas. Non, c'est ça. Ça paraît pas. Mais on sait que, malheureusement, un jour, peut-être qu'on devrait homologuer leur mandat de protection. Puis, en procédure, à la Cour, ils ont... Des fois, la tendance à demander un complément médical quand la date du diagnostic est proche de la date de signature du mandat, alors que, comme tu disais, diagnostic ne signifie pas du tout inaptitude, là, mais en tout cas, des fois, quand on est capable, quand c'est pas trop compliqué d'avoir un rendez-vous avec le médecin, on demande aux gens, allez voir votre médecin, demandez juste un billet médical, comme ça, on documente notre dossier, puis on sait que rendu à l'homologation, on ne sera pas bloqué. Sinon, on ferait juste un petit peu plus... s'ostiner. Puis on prend plus de notes. Mais fait qu'on documente. Mais c'est ça. Pour signer les documents juridiques, il faut être apte. Puis en cas de doute, on demande un billet médical. Puis là, même si on a un billet médical puis on considère que la personne n'est pas du tout capable de répondre à nos questions, malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant avec la signature. Là. Parce qu'il faut avoir la capacité juridique pour signer des documents. Puis nous, c'est notre obligation professionnelle de s'assurer que la personne, justement, elle comprend qu'est-ce qu'elle va signer, puis c'est quoi l'incidence aussi de signer ce genre de document-là. Fait que nous, on a des obligations professionnelles à respecter. Fait qu'on est obligé là, de s'assurer de la capacité de la personne à signer là, des documents. Parce qu'il y a quand même la possibilité que, même si, par exemple, ça a été fait, puis il y a quand même la possibilité que, au niveau de la Cour, justement, il y a un refus d'homologation. Si jamais, par exemple, ils considèrent qu'il manque des documents, pas nécessairement par vous, mais par peu importe le notaire, s'ils considèrent qu'il manque un document ou qu'ils doutent trop de l'aptitude de la personne au moment de signer, ils peuvent refuser l'homologation de mandat?
Bien, jusqu'à présent, tu sais, on a eu comme des mémos de la cour, là, complément médical, mais je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans chaque dossier, mais on a toujours réussi quand même. Okay. Peut-être avec les notes qu'on avait au dossier ou en expliquant la situation beaucoup, puis en fonction de qu'est-ce que les proches nous ont dit. Fait que jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été... Moi, j'ai pas de... Bien, en fait, c'est ça. Il y a eu aussi des changements là, au niveau des formulaires d'évaluation médicale et psychosociale là, pour la procédure d'homologation. Puis maintenant, le médecin doit se prononcer à savoir si la personne était apte lors de la signature de son mandat de protection. Fait que c'est sûr que lorsque le médecin va cocher que oui, malgré s'il y a eu un diagnostic qui a été posé antérieurement à la signature des documents, bien là, le médecin peut dire oui, moi, je considère que même si elle a fait ses papiers après le diagnostic, elle était apte. Mais c'est pas tous les médecins qui se mouillent, là. Ouais, donc qui ça. répondent correctement ou qui disent juste, ben je n'ai pas le dossier antérieur, donc je suis pas en mesure de me prononcer. Mais c'est sûr que si... En fait, c'est un acte notarié qui est signé. Donc, si une personne va voir son notaire pour signer un mandat de protection, bien, c'est un acte authentique, ça fait foi de son contenu. Puis, automatiquement, le notaire est supposé d'avoir a vérifié, en fait, la capacité de la personne à signer, puis a considéré que la personne était apte. Donc, il y a moyen, moi, c'est déjà arrivé dans un dossier que la greffière, elle avait dit, ben là, moi, j'ai besoin d'un complément médical. On n'avait pas de billet médical non plus à l'époque là, dans le dossier. C'était pas moi qui avais signé le mandat. Puis... finalement, ben, on n'a pas été en mesure. Moi, j'avais demandé au notaire qui avait reçu là, le mandat à l'époque, puis lui, il n'avait pas de billet médical. Il n'était pas en mesure de se prononcer plus que ça parce que lui, il considérait la personne apte. Ouais. Ensuite, on avait demandé au médecin, puis le médecin, ben, pouvait pas non plus se prononcer. Donc là, moi, j'ai donné quelques arguments, puis finalement, ben, ça a passé, là. Tu sais, c'est du cas par cas. C'est sûr que si vraiment la personne était à un stade avancé de la maladie, puis là, ben, il y a vraiment des choses qui feraient en sorte qu'on pourrait remettre en question la capacité de la personne, ben oui, ça pourrait être refusé, mais c'est dans des cas exceptionnels, là. Fait que justement, le fait d'aller voir le notaire, ben ça amène une sécurité juridique accrue, là, puis ça va faire en sorte, en principe, qu'il n'y aura pas de problème. Puis justement, ben moi puis Sophie, on essaie d'être de prévenir justement les problèmes. Fait que c'est pour ça que nous, dans notre pratique, lorsqu'un client a déjà reçu un diagnostic, ben, on va demander ce petit billet médical-là si la personne est en mesure de l'obtenir. Fait que comme ça, on l'a à notre dossier. Puis si un jour, un jour, ben, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement suivis par un médecin. C'est difficile. Fait que ça ne va être pas nécessairement obligatoire. Si vraiment la personne est au début de la maladie puis on n'a aucun doute, ben, on va juste noter un petit peu plus, là, prendre un petit peu plus de notes à notre dossier. Mais c'est vraiment... C'est du cas par cas, mais nous, en l'ayant au dossier, le document, le billet médical, ben en plus, oui, c'est un acte notarié, on a le billet médical, fait qu'on sait quand on va arriver à la procédure, on va déposer à la cour le billet médical. Fait que là, après ça, il n'y a pas de doute non, que c'est ça, là. Ça fonctionne. Comme ça évite des problèmes. Fait que ça évite qu'on contacte après le médecin pour demander un complément médical. C'est ça. C'est pas obligatoire, c'est vraiment juste en prévention. On vient documenter notre dossier, puis on s'assure de pas de problème en bout de ligne. Ouais, c'est ça. C'est pas obligatoire, mais par contre, dans certaines situations où est-ce que la personne est si peut-être un petit peu plus avancée dans la maladie, on va l'exiger. Mais si une personne est au début de la maladie, elle nous appelle, puis c'est elle qui prend le téléphone, puis on n'a aucun doute, puis souvent, on a dans notre dossier, ben, si la personne ne nous l'avait pas dit qu'elle avait reçu le diagnostic, on l'aurait pas su. Donc, c'est du cas par cas, mais une personne qui est un petit peu plus avancée, qui est capable encore de manifester ses volontés, de nous donner son adresse, de nous résumer un petit peu son patrimoine et tout, puis on est en mesure d'avoir une discussion là, normale avec elle, ben à ce moment-là, c'est ça. On va juger justement si on l'exige ou non selon les cas, le cas en fait. Parce que je pense que ça, c'est la crainte de la majeure partie des personnes. Là. Moi, dernièrement, en plus, j'en ai entendu une situation où, des fois, c'est dans la famille, il y en a un qui s'occupe plus d'un proche et tout, puis, la personne est pas nécessairement, du moins le monsieur là, à qui je parlais, il considérait que son proche, c'était sa sœur, il considérait que sa sœur était pas nécessairement apte justement à faire des changements au niveau légal ou à faire ses papiers. Puis là, lui, sa crainte, c'était plus l'influence du reste de la famille, parce que le reste de la famille, eux, ils voulaient qu'elle fasse son mandat de protection, etc. Puis là, c'était de savoir, est-ce qu'elle va
elle va le faire, puis là, elle va prendre des mauvaises décisions qui sont pas nécessairement ses décisions à elle. Est-ce que le notaire va considérer ça, justement, là, l'influence des autres autour? Bien, on va rencontrer vraiment les personnes toutes seules Ah, pour c'est s'assurer, ça. justement. Fait que, tu sais, par exemple, tu sais, ça arrive dans certains cas où c'est les enfants qui vont prendre le rendez-vous. Ben, les enfants vont pas rentrer. Les enfants vont attendre dans la salle d'attente. Puis même, on va leur dire, allez faire des commissions. On rencontre la personne toute seule parce que, justement, on veut s'assurer que la personne, c'est vraiment ses volontés, puis qu'elle n'est pas influencée par personne, puis qu'elle n'a pas peur de faire de la peine à personne ou qu'elle n'a pas peur, justement, qu'il n'y a pas d'abus financiers non plus. Ou, qu'elle n'est pas sous pression. Ouais. Là. Fait que Ouais, c'est vraiment notre obligation professionnelle aussi de s'assurer que la personne comprend. Puis d'ailleurs, c'est arrivé tout récemment dans un dossier à Sophie que finalement, ben, elle s'est rendue compte, Sophie, que la personne, ben, elle se faisait un petit peu forcer à changer ses papiers. Puis finalement, ben, il n'y a pas eu de changement comme les personnes de sa famille voulaient. Fait que Sophie, elle a pris la peine de rester seule avec la personne. Puis finalement, ben, c'est ça. J'ai elle pris s'en le est rendue temps. compte. D'habitude, une rencontre, c'est, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, tu sais, dans ces eaux-là. Puis là, ça m'a pris pas mal plus de temps, mais tu sais, je voulais vraiment être sûre que la madame, ben, c'était ses volontés, puis que moi, c'est pas vrai que j'allais mettre dans son mandat ou dans son testament quelque chose qui représentait pas ses volontés à elle, là. Fait que je me suis fâchée un peu, ben, dans le bureau avec elle, tu sais, les autres personnes n'ont pas été au courant, puis on a fait les papiers selon qu'est-ce qu'elle voulait, fait qu'au final, elle était très contente, puis moi aussi, j'étais très contente, puis je sentais que j'ai le sentiment du devoir accompli, là. Puis on est tenu au secret professionnel aussi. Fait que Sophie n'est pas allée dire après ça à ses proches qui attendaient dans la salle d'attente, bien finalement, on n'a pas changé. Non, nous, on est tenu au secret professionnel, c'est juste entre nous et notre client. Puis après ça, c'est ça. On ne peut pas donner aucune autre information sur le contenu aux proches. C'est sûr que si la personne y consent, si elle est d'accord, mais dans ce cas-ci, ils ne sont pas au courant, là. Non, ils vont juste les modifications. Ben oui, parce que c'était les volontés de la personne, puis ils n'ont pas d'affaire à savoir ça, là. C'est ça. OK. Et oui, j'avoue qu'ils vont avoir une petite déception, mais... Ben, dans le sens, tant mieux, dans le sens où effectivement, c'est les volontés de la personne qui priment, puis c'est vraiment une crainte parce que, veux pas, avec un trouble neurocognitif, les gens deviennent hyper vulnérables. Puis déjà, les personnes aînées sont considérées comme vulnérables souvent parce que, ben, tu sais, les enfants veulent certaines choses, ils vont aller comme faire une espèce de forme de manipulation auprès de leurs proches. Puis, tu sais, veux pas, les personnes aînées veulent faire, tu sais, veulent plaire, ils veulent pas de chicane, ce qui fait en sorte qu'effectivement, sont extrêmement vulnérables. Là, vous avez parlé un petit peu du mandat de protection. Qu'est-ce que c'est, en fait? En quoi c'est utile d'en faire un? Puis est-ce que c'est obligatoire? Bien, en fait, le but, justement, comme Sophie le mentionnait tout à l'heure, le but, c'est de permettre à une personne qui est apte de déterminer à l'avance, de choisir elle-même la personne qui va la représenter pour la gestion financière puis prendre soin de sa personne si jamais elle devient inapte. Fait que le but, c'est de nommer un représentant légal, c'est-à-dire un mandataire. Puis, pour les personnes qui n'ont pas signé de mandat de protection et qui deviennent inaptes, donc, pour répondre à tes questions, ce n'est pas obligatoire de signer un mandat en prévision d'inaptitude, mais si on ne le fait pas, bien là, c'est la procédure judiciaire de tutelle qui s'applique parce que là, la personne est inapte, bien, ça va lui prendre un représentant légal. Ouais. Donc, à défaut d'avoir signé un mandat de protection pendant qu'on était apte, bien là, c'est la tutelle qui va s'appliquer. Donc, il va y avoir un tuteur qui va être nommé pour représenter la personne, pour gérer ses biens, prendre des décisions en lien avec sa personne. Puis la procédure de tutelle, pour la mettre en place, est plus lourde, là. C'est certain qu'une procédure d'homologation de mandat, qu'on pourra parler un petit peu plus tard, là, mais ça va nécessiter, notamment pour la procédure judiciaire, de convoquer certains membres de la famille. Il y a certains membres de la famille qui devront obligatoirement être convoqués, notamment conjoints, les enfants, frères, sœurs. Même si on n'a pas eu de contact avec notre sœur, par exemple, depuis 20 ans, bien, elle devra quand même être informée là, qu'il y a une procédure qui est en cours pour faire déclarer la personne inapte. Il faudra aussi, au terme de la procédure, constituer un conseil de tutelle qui est en principe formé par 3 personnes.
c'est l'assemblée, là, les membres de la famille. Là, qui décide ça. Et les proches, ça peut être, oui, les membres de la famille, mais aussi ça peut être des amis proches. En fait, on invite les personnes qui sont les plus proches là, de la personne, en plus des personnes dont la convocation est obligatoire. Puis ces personnes-là vont décider entre eux qui sera la personne là, qui va être nommée le tuteur. Donc, pour représenter la personne inapte. Et ils vont déterminer entre eux qui fera partie du conseil de tutelle. Donc, le conseil de tutelle est formé par 3 membres de la famille ou des amis, proches ou amis. Et le rôle du conseil de tutelle, c'est de surveiller les agissements du tuteur. Donc, il y aura notamment une reddition de compte, donc un bilan annuel qui devra être fait par le tuteur au conseil de tutelle une fois par année et au curateur public du Québec, donc au gouvernement. Fait que c'est sûr que c'est lourd comme gestion, comme administration, parce que justement, on a à rendre des comptes au gouvernement, au conseil de tutelle, puis aussi, le tuteur n'a que la simple administration des biens de la personne. Ce que ça implique, c'est que, par exemple, s'il y a un immeuble, si la personne inapte est propriétaire d'une résidence, d'un immeuble, mais à ce moment-là, elle devra obtenir l'avis du conseil de tutelle et du tribunal. Donc, il faudra faire une autre procédure judiciaire pour être autorisée à vendre la propriété. Donc, alors que si une personne a fait son mandat de protection en prévision de son inaptitude, elle devient inapte, oui, il y a une procédure quand même judiciaire pour le faire homologuer, le mettre en vigueur, mais ultimement, le mandataire aura les pouvoirs de pleine administration parce que normalement, dans nos mandats de protection, on va toujours prévoir que le mandataire, justement, a les pouvoirs de pleine administration. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conseil de tutelle, il n'y aura pas de compte à rendre au gouvernement, il n'y aura pas d'autorisation à demander au tribunal si jamais il faut vendre la propriété de la personne inapte. Oui, c'est sûr que le mandataire doit toujours agir là, dans l'intérêt du majeur inapte, donc dans l'intérêt de la personne concernée. Il y a des obligations, notamment une reddition de compte quand même, mais une reddition de compte privée, c'est-à-dire que la personne va avoir choisi elle-même son mandataire là, à qui il devra rendre des comptes là, une fois par année ou 2 fois par année. Où on va prévoir la fréquence dans le mandat. Mais moi, j'ai toujours, c'est de la gestion privée, le mandat, alors que la tutelle, là, c'est le gouvernement ça qui implique, s'en mêle, c'est ça. Hein? Puis le gouvernement va regarder les comptes bancaires, peut demander les pièces justificatives en lien avec l'administration du tuteur, puis ça complexifie les choses. Fait que, d'où l'importance, justement, de faire un mandat de protection pour éviter l'application là, d'une tutelle si jamais une personne devient inapte. Et choisir nous-mêmes le représentant. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est dans les grosses différences, effectivement, c'est que c'est nous-mêmes qui l'a choisi plutôt qu'un conseil ou que des membres de notre famille. Qu'on veut peut-être pas nécessairement qu'ils se mêlent de nos affaires, en plus, là. Mais par rapport à, justement, au premier balado que j'avais enregistré, au premier épisode que j'avais enregistré avec Maître Bédard, il y avait... Elle nous parlait d'une nouvelle loi là, qui allait être en vigueur éventuellement. À ce moment-là, elle ne l'était pas, donc c'était avant la mise en vigueur de cette loi-là. Puis ça concernait justement la tutelle. C'est quoi le principal changement de cette loi-là? En fait, il y a eu plusieurs changements importants. Ah, OK, parfait. Donc, la loi est entrée en vigueur au 1er novembre 2022. Donc, il y a eu plusieurs changements là, en ce qui a trait aux droits des personnes. C'est sûr que principalement au niveau... Parce qu'à l'époque, avant l'entrée en vigueur de la loi, il y avait 2 régimes principaux là, de mesures de représentation, soit la tutelle et la curatelle. OK. La tutelle, c'était pour une personne qui était inapte de manière permanente ou partielle. OK. Et ceux qui étaient sous régime de curatelle, c'était pour les personnes qui étaient inaptes de manière totale et permanente. Okay? C'est quoi la différence? Ça, c'est le médecin qui constate, par exemple, qu'une personne, là, il n'y aura pas... de retour en arrière. C'est ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Puis total, ça veut dire, par exemple, est vraiment inapte là, pour toute la gestion financière, pour prendre soin de sa personne, mais de manière totale. Dans tous Parfois, les aspects. On parle d'une inaptitude partielle, où la personne est encore capable de faire certaines choses, mais là, maintenant, il y a eu l'abolition, justement, du régime de la curatelle. Donc, toutes les curatelles, maintenant, qui avaient été ouvertes là, à l'époque, sous l'Ancien Régime, sont réputées être une tutelle. Donc, maintenant, il n'y a qu'un seul régime. C'est le régime là, de
de la tutelle. Et ça a comme incidence automatiquement que le représentant légal, le tuteur, a les pouvoirs de simple administration, comme j'expliquais tout à l'heure. Simple administration, c'est-à-dire que si la personne concernée a des biens d'une valeur de plus de 40 000 automatiquement, il faudra qu'il y ait l'autorisation du tribunal et un avis du conseil de tutelle pour vendre le bien. Alors qu'à l'époque, ceux qui étaient sous curatelle, le curateur avait les pouvoirs de pleine administration. Fait qu'il n'avait pas besoin de demander l'autorisation pour vendre, par exemple, un immeuble qui appartenait là, à une personne inapte. Mais là, ben, tous les régimes, c'est des tutelles, que ce soit une inaptitude partielle, totale. Maintenant, il n'y a plus de distinction. C'est soit qu'on est apte ou on est inapte. Donc, si on est inapte, ben, il faut ouvrir une tutelle pour les gens qui n'ont pas là, signé de mandat de protection. Si on est apte, ben là, on n'a pas besoin d'être représenté. Fait qu'il n'y a plus de distinction là, entre inaptitude partielle et inaptitude là, totale. Puis pour ce qui est de la tutelle elle-même, la personne qui va être le tuteur légal de son proche, est-ce qu'il y a aussi un pouvoir sur une prise de décision sur tout ce qui est les soins de la personne, la résidence, etc.? Oui, aussi. Okay. Il y a les deux volets. Là, tu es le représentant légal, finalement. OK. Mais c'est possible d'ouvrir juste une tutelle pour les biens. OK, c'est ça. Ça se peut qu'une personne soit apte pour prendre des décisions en lien avec sa personne, puis qu'elle n'est pas apte, par contre, à gérer ses biens, renouveler ses placements, payer des factures, etc. Donc, il se pourrait qu'une tutelle aux biens soit ouverte, mais pas une tutelle à la personne. Mais souvent, dans nos dossiers, ben, quand une personne est inapte, c'est ça pour la gestion. Quand on est rendu au processus de tutelle, c'est parce que la personne est inapte pour les deux volets. Puis dans ce processus-là, par exemple, il n'y a pas de mandat de protection qui a été fait ou quoi que ce soit, dans ce processus-là, on fait aussi appel à un notaire qui, lui, va... Parce que souvent, c'était la première étape, c'est quoi? Là? Ça, c'est la question qu'on se fait poser. Là. Est-ce qu'on appelle directement le curateur public ou c'est un notaire qui va faire ces démarches-là? Dans le fond, c'est ça. On fait appel à un notaire, peu importe le notaire, puis lui va partir les démarches pour faire une tutelle. Oui, ben, que ce soit pour une tutelle ou pour une homologation de mandat de protection, soit les gens vont nous téléphoner, ben, je pense que je suis rendue à homologuer le mandat de protection, encore à ouvrir une tutelle au majeur pour mon proche. Fait que oui, dans le cadre de la procédure, la première étape, c'est la demande des évaluations, etc. Pour les deux. Mais reste que la première étape, ben oui, c'est d'appeler son notaire pour prendre rendez-vous. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça. Ouais. On rencontre le proche pour lui expliquer la procédure, c'est quoi les étapes, par quoi on doit commencer, lui faire signer l'affirmation solennelle pour la demande des évaluations médicales, psychosociales. Puis, des fois, les gens ont un doute, est-ce que je suis rendue là, à faire une procédure judiciaire, que ce soit tutelle ou homologation? Bien, des fois, c'est simplement de poser la question au médecin, est-ce que je suis rendue là? Est-ce que on est assez avancé dans l'inaptitude, dans la maladie ou non, pas encore? Le médecin, je trouve que c'est vraiment la personne la mieux placée. Fait que quand on a un doute, valider avec le médecin avant d'enclencher la procédure, parce que veut pas, ça occasionne des frais. Mais d'autres fois, les gens ont juste aucun doute. La personne, elle prend plus aucune décision depuis plusieurs années, aucune idée c'est quoi ses placements, c'est quoi ses factures qu'elle a payées. Elle ne serait pas capable d'appeler la pharmacie, elle ne gère pas ses médications, elle ne mangerait pas si personne ne lui donnait sa nourriture. Fait que, dans certains cas, même si le médecin n'a pas validé, n'a pas donné le go pour la procédure, on peut quand même débuter. Mais oui, tout part vraiment du notaire, là, finalement. Fait que ultimement, ça va être le médecin qui va... Ça prend le médecin. L'accord, même si on nous mandate pour une ouverture de tutelle ou une homologation de mandat, ça va prendre une évaluation médicale d'un médecin qui va confirmer que la personne est inapte, puis une évaluation psychosociale aussi d'un travailleur social. Mais c'est sûr que quand c'est évident, mais souvent, on dit toujours quand même à notre client, vérifiez avec votre médecin si vraiment la personne est rendue au stade où est-ce qu'il faut ouvrir une tutelle ou homologuer le mandat. Parce que c'est quand même une grosse décision. Là. Souvent, les gens, ils savent pas effectivement s'ils sont rendus là. C'est quoi l'inaptitude? Parce que... Souvent, c'est ça l'enjeu, c'est que, quand même, elle fonctionne quand même bien au quotidien, mais par exemple, c'est tout moi qui gère les gens nous disent ça, là, c'est tout moi qui gère ses factures, elle touche plus à ça, elle a plus de carte de crédit et débit dans ses poches parce que, justement, elle les utilisait plus. Et c'est ça, c'est de savoir à quel moment... avoir commencé ces démarches-là, c'est toujours un peu touché parce que veut pas, c'est quand même un grand droit qu'on enlève à la personne là, de gérer ses propres
ses propres choses. Tantôt, tu parlais de procuration, puis tu disais justement que cette procuration-là, elle pouvait reprendre vie pendant l'homologation de mandat, puis on va reparler de l'homologation de mandat, là, parce que c'est quand même un bon processus, ça aussi. La procuration générale, il y a plusieurs personnes qui se font dire, tu sais, tant que tu as la procuration générale, tu es correct, pas besoin d'homologuer le mandat. C'est quoi la différence entre la procuration générale, le mandat d'inaptitude, de protection? Quel pouvoir ça donne à la personne? Tu l'as vite glissé tout à l'heure, là, mais concrètement, là, qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité? Bien, mandat de protection, c'est vraiment en cas d'inaptitude, puis il y a 2 volets, l'administration des biens et la protection de la personne. Il faut faire une procédure pour que ce soit en vigueur, c'est pas d'application automatique. Alors que la procuration, ça, c'est bon tant et aussi longtemps qu'on est apte, mais ça porte seulement sur l'administration de nos biens. Puis, il y a différents types de procuration. Donc, je parlais tantôt des procurations bancaires. C'est possible d'aller à son institution financière, puis si le formulaire spécifique, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais, là, je crois, si on va à la banque associée à ça, mais c'est limité à cette compte de banque, telle opération seulement. Puis, pour une procuration générale, comme l'autre type qu'on va voir, bien ça, on va le faire devant notaire. Donc, on prend rendez-vous avec notre notaire pour procéder. C'est simplement de valider, de prendre la décision, savoir en qui j'ai assez confiance pour donner une procuration générale, parce que faut voir ça comme un chèque en blanc carrément, une procuration générale, parce que on va donner des pouvoirs de pleine administration. Donc, tu sais, cette personne-là, avec sa copie conforme de procuration, à partir du moment où elle a entre les mains, elle peut aller à la banque, elle peut faire toutes les opérations qu'elle veut dans justement, au niveau des placements, etc., des différents comptes bancaires. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir confiance à 40 000 % à la personne. Tu sais, oui, la personne qui donne une procuration, tu sais, elle est apte. Fait qu'il faut qu'elle fasse une certaine surveillance quand même. Puis si à un moment donné, ça fait plus son affaire, bon, elle la révoque, là, tout simplement. Mais quand même, tu sais, oui, une procuration, ça peut être pratique, mais il faut avoir beaucoup confiance en la personne. Oui, parce que... tu sais, est-ce que la banque ou les institutions financières peuvent valider si la personne, justement, tu sais, s'ils voient qu'il y a des procédures qui se font, qui sont peut-être pas légitimes, ou est-ce que, tu sais, la banque ou l'institution financière peuvent valider auprès de la personne elle-même, oui, est-ce qu'elle est encore apte? Parce que dans le fond, tu sais, si celui qui a la procuration générale décide de jamais faire vérifier les procédures qu'il fait dans le compte de la personne, c'est sûr que ça doit dépendre des conseillers au niveau des institutions financières, mais oui, ça arrive. S'ils voient une transaction que c'est pas dans les habitudes, ou encore c'est une transaction importante, bien, ils vont valider avec la personne. Puis là, au bout du fil, là, ils se rendent compte, finalement, elle n'est pas capable de répondre aux questions. Puis, fait que là, ils vont bloquer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais est-ce que ça arrive dans tous les dossiers? Non, pas nécessairement. Fait que... Mais au moins, tu sais, ça arrive qu'ils bloquent quand il y a un doute par rapport à la capacité de la personne, dès que ça rend compte, finalement. Puis, tu sais, tu disais tantôt qu'ils vont juste utiliser la procuration comme à l'infini sans jamais faire la procédure en homologation. Des fois, les gens vont faire ça, mais pas parce qu'ils sont des fraudeurs ou parce qu'ils sont mal intentionnés, mais faut juste c'est plus simple aussi, là. C'est ça, tu sais, ils disent, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai jamais eu de problème. Il faut garder en tête que si on fait ça, bien, on a la procuration, on peut agir, mais on n'est pas le représentant légal officiel. Au niveau de la loi, bien, la personne, même s'il n'y a pas de jugement comme quoi elle a été déclarée inapte, veut pas, elle n'est pas capable de prendre aucune décision. Mais la procuration est plus valide. Puis il faut aussi garder en tête que, OK, j'ai une procuration, je ne me suis jamais fait bloquer, mais le jour où la banque, justement, va vouloir faire une vérification au niveau d'une transaction, puis parler à la personne, puis se rendre compte que la personne n'est pas capable de répondre à aucune question, bien, ils vont bloquer, puis la personne va être bloquée du jour au lendemain. Fait que sans on peut avis, être mal pris, là, c'est ça, exactement. Là. Fait que, tu sais, à partir du moment où on se rend compte que la personne n'est plus capable de prendre aucune décision, bien, là, c'est contacter son notaire pour débuter la procédure, là, que ce soit homologation ou tutelle. Puis pour le choix du notaire aussi, c'est important dans le choix à effectuer, voir si c'est un notaire qui est habitué de faire du droit des personnes, puis également s'il est accrédité pour faire les procédures devant notaire. Okay. C'est pas possible devant notaire ou devant tribunal. L'avantage devant notaire, c'est qu'on est vraiment maître de notre dossier jusqu'au dépôt à la cour, finalement. C'est nous qui faisons l'ensemble des étapes, incluant l'interrogatoire du majeur, alors que sinon, c'est le greffier spécial qui va faire l'interrogatoire, puis une portion des étapes. Mais c'est important de choisir un notaire en qui on a confiance, qu'on sait qu'il est habitué dans ce genre de dossier-là. Puis également...
par exemple, un notaire en pratique générale, ben en plein mois de juin, c'est possible que le dossier attende un petit peu sur le bureau. Fait que tu juste prendre tous ces éléments-là en considération. Mais si la personne a son notaire depuis 20 ans puis a super confiance, c'est d'aller voir un notaire, c'est ça, qui va être correct pour la procédure. Puis... Mais je pense que le réflexe des gens, c'est d'aller voir le même notaire un peu pour tout. Tu sais, la personne qui les a aidés à acheter la maison et tout, qui ont fait tout ce qui est hypothèque, etc., ben ils vont plus aller vers lui parce qu'il les connaît, ils ont fait faire déjà leurs papiers auparavant là. Mais ce notaire-là ne fait pas nécessairement des procédures non contentieuses, c'est que ce soit devant notaire ou devant tribunal. Puis aussi, un autre effet que les gens ont, des fois, c'est d'appeler le notaire qui a fait le mandat. Ouais. Ils pensent que c'est lui qu'il faut qu'il fasse la procédure pour homologuer, mais pas nécessairement. C'est ça, on peut décider de changer de notaire à toute sauce, peu importe. Quelle procédure on fait, là, si... Tout comme pour faire des modifications, les gens, parfois, ils pensent, j'ai signé un testament devant tel notaire, puis là, 10 ans plus tard, j'ai des modifications à effectuer, mais je dois obligatoirement retourner voir le même notaire pour faire les modifications, mais non, en fait, on peut toujours aller voir n'importe quel notaire pour faire des modifications, même à un acte qui a été reçu devant un autre notaire. Puis, par exemple, il y a des notaires qui vont recevoir des testaments, mais qui ne feront pas de règlement de succession. OK. Il y a des notaires qui vont justement faire des mandats de protection, mais que les procédures non contentieuses sont plus ou moins habituées ou ils doivent se concentrer sur d'autres types de dossiers, notamment du droit corporatif. Il y a des notaires qui sont spécialisés en droit corporatif, en droit des affaires. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire non plus. Ouais. C'est sûr que nous, l'avantage qu'on soit spécialisé, on n'en fait pas juste 1 ou 2 par année des dossiers d'homologation. On est habitué d'avoir une clientèle aussi qui a des troubles cognitifs là, qui sont atteints par la maladie, notamment d'Alzheimer. Donc, c'est sûr que nous, un dossier d'homologation, on sait que... On veut protéger la personne parce que si le mandat n'est pas encore homologué ou s'il n'y a pas de tutelle qui est ouverte, la personne est quand même à risque. Là. On veut la protéger. Puis, comme Sophie l'a mentionné, la procuration en vertu de la loi, c'est valide tant aussi longtemps que la personne est apte. Ouais. Si une personne devient inapte, on ne peut plus utiliser la procuration. Puis aussi, l'idée, c'est que moi, je peux toujours, si j'ai donné une procuration à une personne pour me représenter, je peux toujours l'annuler, la révoquer. Mais si je deviens inapte, moi, je peux plus surveiller, je surveille plus mes charges, j'ai plus confiance, fait que je peux plus la révoquer, d'où il faut faire la procédure judiciaire pour vraiment être officiellement, avoir un représentant légal, puis là cette personne-là va pouvoir signer au nom de la personne qui a des problèmes cognitifs, donc va pouvoir vraiment la représenter légalement, puis elle pourra pas être bloquée là, à nulle part, là, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'autorisation officielle. Puis il n'y a personne qui va pouvoir lui reprocher d'avoir posé un geste au nom de la personne puis qu'elle n'était pas autorisée. Donc, elle avait l'autorisation. C'est sûr qu'il faut toujours agir dans l'intérêt de la personne. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le patrimoine de la personne, mais il faut toujours agir dans son intérêt. Puis, tant aussi longtemps qu'on agit dans son intérêt, on a l'autorisation d'agir puis on ne peut jamais se faire reprocher quoi que ce soit si on agit là... bien, là, puis on fait une bonne administration, là. C'est quand même une zone grise, par exemple. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle soit inapte, à partir du moment où elle est inapte, on peut plus utiliser la procuration, mais c'est ça, des fois, c'est de savoir, c'est ça, de quelle façon cette personne-là, on peut considérer qu'elle est apte ou inapte, dans quel domaine, etc. Donc, c'est quand même une zone grise. Mais parlons-en de l'homologation, parce que parfois, les gens savent absolument pas que ça prend une homologation. Donc, il y en a qui disent, j'en ai une procuration, je suis correct, mais la procuration, elle n'est pas en vigueur tant et aussi longtemps que... le mandat. Oui, je dis la procuration, excusez-moi. Le mandat de protection, il n'est pas en vigueur tant et aussi longtemps que l'homologation n'est pas faite. Donc, c'est quoi une homologation? On a parlé vite fait, mais en principe, là, comment ça fonctionne? Parce que ça aussi, ça peut faire peur, parce que les gens disent, ça, c'est long, puis ils se font dire que c'est un long processus, puis ça peut prendre 1 an, etc. Quelles sont les étapes? On n'est pas obligé de nommer toutes les étapes précises, mais quelles sont les étapes là, principales? Juste, tu sais, à la base, là, des fois, les gens vont dire « Ah, ça m'a pris 2 ans. Oui, c'est ça. Ça prend 1 an et demi, embarque-toi pas là-dedans. » Ça peut arriver des dossiers, mais ça, c'est exceptionnel ou c'est long comme ça. Parce que, tu sais, la première étape, comme je disais, voir son notaire, mais après ça, c'est la demande des évaluations médicales et psychosociales. C'est là que ça peut être long. Mais, tu sais, de là à attendre 1 an et demi, là, par exemple, ça n'arrive pas, là. Oui, ça prend plusieurs mois, mais...
Mais c'est quand même... Tout dépendant si on va au public ou non. Là. Ouais, parce que nous, la majorité de nos clients vont aller au privé pour l'obtention de l'évaluation psychosociale du travailleur social parce qu'actuellement, au public, c'est long. Ça peut prendre plus d'1 an, là, parfois. Là. Mais ces travailleurs sociaux-là doivent avoir une spécialisation. Là. Oui. C'est pas n'importe quel travailleur social, je pense, qui peut faire l'évaluation. Des fois, il y a un travailleur social au dossier, mais il ne fait pas des évaluations. Exact. Fait que là, au final, tu sais, oui, ça doit aider qu'il y ait déjà un travailleur social au dossier, mais veut pas, la nouvelle personne, part à zéro, puis doit faire son évaluation. Pour l'évaluation médicale, en général, ça va bien. D'habitude, nos clients ils ont un médecin qui les suit, que ce soit un médecin de famille ou un neurologue c'est ça. Au niveau des délais pour l'évaluation médicale, ça va bien. Puis si jamais la personne n'en a pas de médecin, c'est rare, mais ça peut arriver, nous, on transmet la demande au bureau du majorinat, donc au directeur des services professionnels, puis il va avoir un médecin qui va être attitré pour l'évaluation. Fait que pour ça, il n'y a pas de problème. Okay. Ça peut prendre un petit délai, mais c'est pas... C'est pas exceptionnel. C'est surtout pour la deuxième évaluation, l'évaluation psychosociale, donc par une travailleuse sociale, que là, ça peut être long. Mais c'est normal aussi parce que c'est... le formulaire est rendu à quoi? 16-17 pages, je pense. Elle a fait le tour, là, elle parle vraiment à tous les proches, puis elle fait vraiment le tour de la situation de la personne, mais au niveau des délais, ça peut vraiment être plus long. Là, est-ce qu'il y a une travailleuse sociale déjà au dossier? Est-ce qu'un dossier au CLSC est déjà ouvert? Il y a comme plein de petits points qui peuvent aider au niveau des délais, mais même à ça, je ne sais pas à quel point. Moi, dans ma lettre, je mets le plus d'informations possible pour aider le plus possible, mais on est vraiment pris avec les délais. Puis le dossier sur la pile, puis si ce n'est pas un dossier considéré comme urgent, par exemple, avec de l'abus financier, le dossier va attendre, puis la travailleuse sociale, elle peut juste en faire un à la fois aussi. Là. Fait que, pour les délais, on voit, mettons, au public... de 6 mois... Plus d'1 an parfois. OK. Fait que des fois, les gens, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont dans l'urgence, mais ils se disent, ça me tente pas d'attendre 9 mois pour avoir les d'être là-dedans pendant trop longtemps. Ça se peut aussi qu'on ne soit pas dans l'urgence, puis on ne soit pas pressé, puis on a déjà un travailleur social attitré. Moi, je dis toujours aux clients vérifiés, de poser la question au travailleur social, c'est quoi le délai approximatif? Puis aussi, il faut comprendre que l'évaluation médicale, si elle est complétée rapidement par le médecin, elle a une durée de validité. Là. C'est 6 mois. Là. Fait que c'est sûr que si elle est complétée, puis finalement, l'évaluation médicale est complétée, finalement, l'évaluation psychosociale est complétée 1 an plus tard, là, on va devoir retourner voir le médecin. Fait qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Mais si on est dans l'urgence, exemple, on doit vendre la propriété de la personne, exemple, si elle est inapte, elle ne pourra pas vendre la maison là, chez le notaire. Là, puis avec la procuration, ça ne fonctionnera pas. Donc là, si on a un geste important à poser, la personne doit être représentée pour la vente de sa propriété. Fait que là, c'est sûr qu'on va aller au privé pour accélérer le processus. Mais nous, on est en mesure... Parfois, moi, j'ai un dossier que j'ai les évaluations à l'intérieur d'1 mois. Là, puis parfois même, le client vient me rencontrer puis il a déjà l'évaluation médicale. On va demander juste l'évaluation psychosociale au privé. Ça va prendre peut-être 1 mois, 1 mois et demi, puis dépendant du travailleur social. Puis ensuite, nous, on enclenche le processus. Puis à l'intérieur d'1 mois et demi, nous, notre partie est faite. On a déposé le dossier à la cour, qu'on n'a pas laissé traîner le dossier. On a tout là, fait les étapes. Puis là, après ça, on est dans l'attente du jugement. OK. Fait que c'est vraiment l'évaluation psychosociale qui prend du temps. Puis comme tu nommes, dépendamment à qui on fait appel au niveau du notaire, ça peut être un petit peu plus long, dépendamment de son habitude à faire une homologation de mandat. C'est disponibilité. C'est disponibilité, c'est ça. Parce que c'est sûr que le notaire qui a plusieurs transactions immobilières à faire dans une semaine... Ça ne sera pas sa priorité. C'est ça. À un moment donné, il faut choisir aussi là, ses dossiers. Fait que c'est pour ça que on essaie, du moins nous, nos délais là, sont très, très rapprochés parce que on ne veut pas tarder non plus. Et on sait que la personne a besoin de représentation. Puis le but de tout ça aussi, c'est de protéger la personne. Donc, on veut protéger, on ne veut pas qu'elle soit... on veut la protéger d'abus peut-être financiers. Donc, c'est ça. C'est vraiment le but de la procédure. Puis aussi que, disons que c'est le conjoint qui a nommé le mandataire dans le mandat, que le conjoint ait vraiment le pouvoir légal de représenter la personne, puis qui sait qu'il n'y aura pas des bâtons dans les roues. Fait que oui, c'est un processus judiciaire, mais une fois qu'on a les évaluations avec nous, ça se fait bien. Ça se fait bien. Puis une fois qu'on a le jugement, après ça, c'est fait. C'est comme faire nos papiers, là, nos papiers de base, testament, mandat. Mais une fois que c'est fait,
puis qu'on a le jugement, ben là, on peut dormir tranquille. Là, Ouais. on n'aura plus le stress de dire hey, est-ce qu'on va être bloqué à tel endroit, à telle institution financière? Est-ce qu'on va pouvoir vendre la maison? Est-ce que... Donc, c'est ça. C'est un processus qui peut faire peur, mais ultimement, quand on est bien entouré, ça se fait bien, puis dans le respect aussi de la personne. En même temps, c'est le notaire qui fait toutes les étapes. Là. Ben, c'est ça. Le client vient nous rencontrer, OK, on discute un petit peu, il nous donne le médecin, les coordonnées du médecin, s'il y a un travail social au dossier, on signe l'affirmation solennelle, parce qu'on attend les évaluations. Quand on fait la procédure devant le notaire, bien, on rencontre la personne une deuxième fois pour lui faire signer la demande au notaire. C'est le document qui nous permet officiellement d'ouvrir le dossier à la cour puis de débuter la procédure. Mais après ça, c'est nous, là. C'est vraiment le notaire qui fait toutes les étapes. Fait que, oui, il y a plusieurs étapes, mais c'est pas le mandataire qui a à passer à travers toutes ces étapes-là. Oui, il est informé, bien évidemment, de l'avancement du dossier, mais il n'y a pas beaucoup de travail à faire en tant que tel au niveau de la procédure. C'est vraiment le notaire mandaté qui s'en occupe. Là. Puis, je vais juste revenir au niveau des délais. T'sais, oui, au bureau, nous, on fait nos dossiers rapidement. Fait à partir du moment où on a les évaluations, après ça, on fait vérification chambre des notaires barreau pour s'assurer qu'on travaille avec le bon document, que c'est vraiment le dernier mandat de protection qui a été signé. Puis c'est là que notre délai, à peu près 1 mois et demi, commence, qu'on est capable de faire notre procédure. Mais après ça, on dépose le dossier à la cour. Puis là, il y a un autre petit délai, dépendamment de est-ce qu'on est en période estivale, est-ce que, par exemple, il y a plusieurs greffières spéciales qui sont en vacances. Mais je sais que, par exemple, dans le district judiciaire de Québec, on est chanceux si ça va bien au niveau des délais. Ça varie entre 2 et 8 semaines. En général. Ça peut être un petit peu plus long, là, mais je pense qu'à Montréal, c'est comme 6 mois. Fait que c'est pas si pire. Fait que ça se peut qu'on ait le jugement super rapidement, comme ça se peut que ça prenne à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Mais tu sais, quand on dépose, on n'a pas le contrôle sur... non, c'est ça. Il y a quand même des éléments qu'on n'a pas le choix d'attendre. C'est ça. Ben, comme même principe que pour les évaluations, finalement, des fois, on n'a pas le contrôle. Parlant d'inaptitude, c'est drôle parce que j'ai eu une question, puis je vous l'ai envoyée d'avance, là, puis j'espère que vous allez pouvoir nous répondre, peut-être pas. C'est une question qu'on a eue dernièrement là, auprès d'un proche qui, justement, voulait faire homologuer le mandat de protection pour son proche et tout, mais la personne voulait rester à la maison. Est-ce que, tu sais, quand on parle d'inaptitude, là, est-ce que c'est possible qu'une personne soit considérée comme inapte au sens de la loi, mais puisse quand même être à la maison, rester seule? Oui, le médecin et la travailleuse sociale doivent considérer que la personne est inapte à l'administration, c'est bien la protection de sa personne. Mais ça ne veut pas dire que la personne est clouée au lit et elle n'est pas capable de rien faire. C'est ça. On a eu des dossiers, oui, la personne est encore dans sa maison ou dans son appartement. Je ne dis pas que ça peut durer à l'infini, mais pendant une certaine période de temps. Puis ce qui va surtout... jouer au niveau, est-ce que c'est possible ou non? Bien, est-ce que la personne est bien entourée? Est-ce qu'elle est beaucoup accompagnée? Évidemment. Parce que, est-ce qu'il y a des services? Est-ce que c'est sécuritaire? C'est surtout ça. Au niveau de la médication, par exemple, s'il y a une infirmière qui va à tous les matins donner la médication, bien là, OK, ça donne une chance. Au niveau des repas, mais j'ai des dossiers, oui, la personne habite à la maison, mais les membres de la famille se relaient puis ils vont à tous les jours pour manger avec elle parce que sinon, la personne ne mangerait pas. Fait que, il y a plein d'éléments comme ça. Qui sont à considérer, effectivement. Mais s'il y a des éléments de danger, par exemple, le chauffage, mais c'est au poêle à bois, bien là, c'est possible, mais dans une certaine mesure. Là, quand il y a des éléments de dangerosité comme ça, ben là, donc, l'inaptitude au sens de la loi ne veut pas nécessairement dire une inaptitude complète, hébergement. Non, pas nécessairement, mais... rester à la maison jusqu'au décès, là, peut-être pas, là, mais pendant une certaine période de temps, ça peut être possible. Je ne dis pas dans tous les dossiers, mais oui, ça peut être possible si la personne est bien entourée puis il y a des services autour d'elle. Puis que c'est sécuritaire. C'est surtout ça l'élément. S'il y a un risque d'incendie ou la personne n'est pas capable de se faire couler son bain, c'est une température adéquate. Il ne faut pas que ce soit bouillant non plus. Puis là, elle se brûle, on n'est pas mieux. Fait que c'est ça, il y a plein il y a effectivement des éléments à considérer. C'est drôle, c'est un questionnement qu'on se disait, parce qu'effectivement, c'est rare que ça arrive aussi, là, quand même, qu'une personne vit seule, avec son proche aidant, son conjoint, sa conjointe, ou peu importe. Ça, on le voit de façon régulière, mais qu'elle vive seule à la maison,
puis qu'elle ait un mandat de protection en plus qui est homologué, c'est quand même une situation qui était rare. Fait mes collègues se posaient la question justement, tu sais, est-ce que ça peut arriver ou, tu sais... Ça nous est arrivé d'ailleurs, oui. OK. Fait que c'est pas... Puis avec les changements tout à l'heure qu'on a parlé, là, depuis le 1er novembre 2022, mais oui, là, ce n'est que rendu des tutelles, mais maintenant, il faut moduler la tutelle. C'est-à-dire que dans la procédure judiciaire, il faut indiquer si la personne est en mesure de conserver certains droits, notamment son droit de vote, la garde aussi, si elle a besoin d'un gardien ou non, le pouvoir de contracter pour ses besoins ordinaires et usuels, la signature d'un bail, ses actes reliés à l'emploi. Donc maintenant, dans la procédure, il faut dire... Est-ce qu'il faut lui retirer ces droits-là spécifiques? C'est obligatoire, donc c'est ce qu'on appelle la modulation de la tutelle. Okay. Mais en pratique, c'est sûr que nous, les tutelles qu'on a ouvertes là, depuis le changement législatif, bien, on appelle ça des tutelles qui sont pleinement modulées. C'est-à-dire que tous les pouvoirs, là, on enlève toutes les facultés à la personne. Là. Mais il se pourrait qu'on ouvre une tutelle, puis que la personne, finalement, elle n'a pas besoin de gardien, mais elle a besoin quand même d'un tuteur pour la représenter pour toutes les autres facettes, mais est en mesure, pour certaines choses, de conserver ses facultés. Fait que c'est vraiment une nouveauté, là, ça. Puis ces modulations-là, est-ce que c'est modifiable dans le cours du temps? C'est sûr que oui, effectivement. Le but de tout ça, justement, c'est de laisser le plus d'autonomie à la personne. Il y a une réévaluation qui va être faite au bout de tant d'années aussi. Fait que, là, ça pourra être... C'est en nombre d'années, la réévaluation, ou c'est en nombre d'années en général? Là, c'est normalement, on voit beaucoup après 5 ans. 10 ans, c'est vraiment l'exception quand il n'y a aucune possibilité là, d'amélioration. Puis c'est une situation qui est très lourde, mais on voit beaucoup du 5 ans. Là. Puis ça se peut que ça soit 3 ans. Si justement la personne est en mesure de conserver certains droits encore, mais ça se peut que le délai que le médecin va considérer qu'elle devra être évaluée dans 2 ans, dans 1 an. C'est ça. Donc ça, c'est le médecin qui va fixer le délai de réévaluation qui va se faire. Là. Parce qu'en contexte de troubles neurocognitifs, 5 ans, ça peut être long quand même. Il peut y avoir beaucoup de changements. 6 mois, des fois. Là. Oui, bien c'est ça. Moi, c'est pour ça que 5 ans, ça m'étonnait. Mais si le médecin peut demander que ce soit plus court. Mais en pratique, comme je mentionnais, mais en pratique, c'est que nous, les tutelles qu'on ouvre, c'est parce que quand on est rendu au stade où est-ce qu'il faut ouvrir une tutelle, bien, pour conserver, par exemple, le droit de vote, la personne doit être en mesure d'identifier son adresse de résidence. Puis, bien, souvent, la personne n'est pas en mesure de nous donner cette information-là. Fait que c'est pour ça que souvent, quand on est rendu là, bien, ça va être une tutelle qui est pleinement modulée. Donc, on lui enlève là, toutes les facultés. Bien, c'est sûr que, oui, on lui enlève ses facultés, ses droits, mais ça reste qu'il faut toujours quand même valider auprès d'elle ses volontés. Puis, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute plus la personne. Il faut être au fait de ses besoins, de ce qu'elle veut, toujours dans son intérêt. Fait que si elle est en mesure de manifester des volontés, il faut l'écouter. Si c'est des volontés qui sont raisonnables. Mais ça reste que ultimement, la signature, le renouvellement de l'hypothèque ou le renouvellement des assurances, la signature d'un bail, bien, ça va être le tuteur qui va signer au nom de la personne. C'est ça. Elle a quand même le droit de donner son point de vue sans nécessairement qu'elle ait la décision finale. C'est ça. Mais il faut que le tuteur ou le mandataire prenne en considération. Ça, c'est l'esprit de la nouvelle loi aussi. Là. C'est de laisser le plus d'autonomie à la personne. Mais parlons maintenant tantôt, vous l'avez nommé vite fait, là, les demandes... pas les demandes médicales anticipées, j'ai toujours... Les directives médicales anticipées, c'est ça. Oui. Les gens les mélangent beaucoup, d'ailleurs. Les directives médicales anticipées, ça aussi, on le fait de façon notariée ou parce que je pense qu'il y a la possibilité de le faire avec la RAMQ? Oui. C'est pas la même chose qu'un testament, un mandat de protection, une procuration, parce que les directives médicales anticipées, c'est vraiment un formulaire que la personne complète au moment où est-ce qu'elle est apte. Donc, il faut être apte pour signer des directives médicales anticipées. Puis, ça permet à une personne, justement, d'exprimer à l'avance son consentement, donc son acceptation ou son refus de recevoir certains soins
dans des situations précises, là, Ouais. notamment de fin de vie. Puis justement, le but de signer ce genre de directive-là, c'est de s'assurer que nos volontés soient respectées si un jour on devient inapte puis qu'on ne sera plus en mesure de manifester nos volontés. Ouais. Donc, puis ça, en fait, c'est ça, c'est soit devant témoin ou devant notaire. Puis lorsque nous, on agit comme notaire pour les directives médicales anticipées, bien, c'est sûr que l'avantage, c'est que nous, on va vérifier la capacité de la personne, on va vérifier son identité. Ouais. On va aussi s'assurer qu'elle comprend toute l'incidence là, de signer ce genre de directive. Mais puis aussi, on va faire le processus pour l'enregistrement des directives là, à la RAMQ parce que les directives médicales anticipées sont enregistrées là, dans un registre. Mais c'est certain que ça reste que c'est un formulaire. Donc, oui ou non, on consent, par exemple, il y a 5 soins là, précis là, que c'est possible de manifester son acceptation ou son refus, notamment la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l'alimentation forcée ou artificielle, puis l'hydratation forcée ou artificielle. OK. Donc, c'est vraiment ces soins-là, puis on dit si on est pour ou contre. Fait que nous, on peut pas ajouter, en fait, au formulaire. Fait que c'est pour ça que la majorité de nos clients vont faire eux-mêmes la démarche, vont faire la demande du formulaire auprès de la RAMQ, parce que c'est pas comme un testament qu'en cas de décès, si on l'a pas fait notarier, puis on le fait sur le coin de la table, il y a une procédure devant les tribunaux à faire. Le mandat, on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué aussi si on n'a pas signé de mandat de protection. Puis aussi, le notaire va conseiller ses clients sur le contenu du testament. Donc, nous, on est les spécialistes aussi. On sait pour bien protéger la personne, ses membres de la famille, pour pas que ça soit compliqué là, en cas de décès et tout, pour que ça soit vraiment ses volontés. Mais pour les directives médicales anticipées, si vraiment la personne a besoin d'accompagnement pour tout le processus, puis veut nous mandater, nous, on va le faire, on va l'aider. Mais je vous dirais que c'est plutôt pas rare, nécessaire, contrairement aux autres actes notariés. Mais c'est sûr que oui, il y a un plus là, à aller voir son notaire pour ça, mais c'est vraiment la discrétion des gens. Là. C'est pas, ça va être aussi valide devant notaire ou devant témoin là, qu'on appelle. OK. Puis maintenant, on fait la distinction avec l'aide médicale à mourir anticipée. Ça, il y a eu beaucoup de... Il y a eu, l'application de la loi dernièrement, là, au mois d'octobre passé, si je me souviens bien. Ça a créé beaucoup d'émoi, beaucoup de questionnements, etc. Puis je pense que c'est encore en constante évolution parce que, veux pas, au moment de l'application de la loi, c'était pas nécessairement au point encore. Vous, votre rôle dans cette procédure-là, quel est-il, pardon? Bien, c'est sûr que pour la demande anticipée d'aide médicale à mourir, donc c'est ça qui est nouveau là, depuis le mois d'octobre 2024. Donc ça permet à une personne de manifester à l'avance sa volonté de recevoir l'aide médicale à mourir si elle manifeste certaines situations cliniques là, précises. Mais pour faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir, il faut avoir reçu un diagnostic. Donc, un diagnostic d'une maladie grave et incurable qui va mener à l'inaptitude. Donc, on se fait souvent poser la question, est-ce que c'est possible de dire, moi, si un jour je suis atteint par la maladie d'Alzheimer, est-ce que je pourrais, dans mon mandat, dire, moi, je veux l'aide médicale à mourir? Non, actuellement, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir reçu vraiment un diagnostic qui va mener à l'inaptitude. Fait que c'est pas toutes les maladies, bien sûr, qui vont mener à l'inaptitude. Donc, c'est vraiment... il y a des conditions très, très précises. Puis pour faire cette demande-là, il faut être apte aussi. Oui. Hein? Il ne faut pas être un état avancé de la maladie. Donc, à ce moment-là, on ne pourra pas faire cette demande anticipée-là. Puis, dans tous les cas, qu'on ait voir le notaire ou non pour la procédure là, de demande anticipée, ça va prendre... faut aller voir le médecin. Là. Ça va prendre l'implication du médecin. C'est la première porte. Là. Parce qu'il y a un formulaire à compléter. Donc, avec le médecin, puis notamment le formulaire, ça va permettre à la personne d'indiquer quelles sont les manifestations cliniques là, liées, qui sont observables, qui sont liées à la maladie, qui font en sorte que, moi, si je suis rendue à ce stade-là de la maladie, si je suis alitée, si je reconnais plus mes proches, si je souffre, donc
il faut toujours que ça soit lié, les manifestations cliniques, justement, à la maladie. Mais si jamais je suis dans ces circonstances-là, bien là, à ce moment-là, j'aimerais que me soit prodiguée l'aide médicale à mourir. Fait que ça, il faut voir le médecin. Ça ne sera pas avec le notaire. C'est pas le notaire qui va déterminer ça. C'est vraiment avec le médecin. Ouais. Par contre, nous, le rôle du notaire, c'est que, oui, on va contrôler le dossier du début à la fin. Fait que c'est sûr qu'on va s'occuper, justement, de coordonner les signatures avec le médecin. Il y a un tiers de confiance aussi qui va pouvoir être impliqué dans le processus. Le tiers de confiance, en fait, c'est la personne qu'on va nommer dans notre demande qui va lever la main quand on va être rendu, justement, inapte. Parce que pour avoir l'aide médicale à mourir, quand on parle de demande anticipée, bien, c'est parce qu'on est rendu à un stade où est-ce qu'on est inapte. Au moment de l'administration, on est inapte, puis on manifeste aussi, on a les situations cliniques qu'on a déterminées au préalable dans notre demande, bien là, elles sont présentes, puis de façon récurrente. Puis là, on est rendu à un déclin avancé de nos capacités. Puis on a des souffrances soit physiques, psychiques, donc psychologiques. Fait que ça, encore une fois, c'est toujours à la discrétion du médecin. C'est le médecin qui va juger si on est rendu justement là. Mais justement, le tiers va lever la main et va dire là, ben mon proche là, est rendu à cette étape-là. Il est inapte. C'est lui, dans le fond, qui va enclencher, faire la demande pour enclencher les démarches auprès de la... Ça peut être aussi un personnel, le personnel médical, mais le tiers, c'est quand même son rôle de lever la main et de dire là, on serait rendu à cette étape-là. Donc, c'est sûr que nous, comme notaire, oui, on coordonne les signatures, ça va amener aussi une sécurité quand même, une sécurité juridique accrue d'avoir l'aide du notaire pour toute cette procédure-là parce que le notaire, oui, va vérifier toujours l'identité de la personne, la capacité aussi à signer ce genre de demande anticipée-là. Puis nous, on va exercer notre devoir de conseil. Puis on va s'assurer qu'il n'y a pas de risque, en fait, de conflit d'intérêts. Des fois, une personne peut être poussée aussi à signer ce genre de demande anticipée-là. Fait que nous, on s'assure. Puis moi, justement, j'ai un cas actuellement au bureau que la personne, en fait, il y a un membre de la famille qui pourrait ne pas être d'accord nécessairement avec la procédure, mais au final, c'est les volontés de la personne. Fait que moi, c'est pas les volontés des membres de sa famille que je veux. Je veux m'assurer que la personne comprend l'incidence de faire ce genre de demande anticipée-là, puis qu'elle n'est pas forcée non plus. Puis fait que là, il pourrait y avoir un risque de contestation par un membre de la famille. Le fait que ça soit devant notaire, que ça soit un acte notarié, oui, on annexe quand même le formulaire là, qui est complété avec le médecin, mais l'acte notarié va permettre justement la diminution du risque de contestation de la procédure. Puis aussi, ça va permettre de peut-être détailler un petit peu plus les valeurs humaines de la personne, puis d'exprimer un petit peu sa vision de fin de vie. Alors que si on fait juste la procédure avec le médecin, ça se limite au formulaire, aux manifestations cliniques, puis, mais on ne peut pas élaborer plus dans ce formulaire-là, alors qu'avec le notaire, on va annexer le formulaire, mais on va vraiment là, donner plus d'informations dans l'acte notarié qui va permettre, en fait, de manifester, d'exprimer là, les souhaits plus détaillés de la personne, puis de sa vision, de sa personnalité, puis voir justement comment qu'elle voit les choses. Puis... pas juste du langage médical. Je comprends. Froid, un petit un peu plus humain. C'est ça la distinction, là. Mais en fait, ça, c'est un questionnement là, qui revient. Tu sais, les médecins nomment souvent, détaillez-le justement, qu'est-ce que vous voulez pas vivre, jusqu'où vous voulez pas vous rendre, etc. Faites ça de façon très détaillée. Puis je me suis fait poser cette question-là l'autre fois. Est-ce que, par exemple, une personne a vraiment mis beaucoup de détails dans sa demande? Est-ce qu'elle doit cocher tous les critères qu'elle a nommés ou ça en prend, je sais pas, moi, je dis 5 sur X nombre de critères? Elle doit vraiment cocher tous les critères qu'elle a nommés? C'est une très bonne question. Dans la loi, c'est vraiment doit présenter de manière récurrente les manifestations cliniques. Fait que probablement, les manifestations cliniques, c'est qu'on a précisé. Mais je pense que c'est du cas par cas. Puis c'est nouveau aussi, hein? Oui, c'est depuis octobre 2024. Donc, là, c'est pas tous les médecins non plus qui sont à l'aise encore avec ça. Fait que, puis nous, oui, au niveau juridique, on sait les conditions, mais ça reste que c'est toujours à la discrétion du médecin. Puis, même d'un autre médecin, il y a deux professionnels de santé, puis c'est médecins ou infirmières praticiennes spécialisées aussi qui peuvent bénéficier. Oui, effectivement. Fait que,
sais, au moment de l'administration, veut pas, c'est vraiment selon qu'est-ce que le médecin détermine. Est-ce qu'on remplit tous les critères, oui ou non? C'est lui qui vient décider, là, c'est lui qui a le dernier mot. Mais en même temps, si la personne manifeste un des symptômes qui est très important puis qui souffre ou qui a des... c'est beaucoup la souffrance psychique qui va être prise en considération. Moi, c'est ce que je crois, mais encore là, tu sais, c'est rendu là, c'est au médecin là, de considérer si... Puis c'est un peu... c'est un peu délicat aussi parce que les gens qui font leur demande maintenant, ben, tu sais, en ce moment, on n'a pas eu de situation ou de cas qui ont été appliqués parce que la demande, elle vient... Oui, c'est ça, elle vient tout juste d'être... La loi vient tout juste d'être mise en vigueur, donc on n'a pas encore les retours, les retombées de cette mise en vigueur de loi-là. Là. Donc, est-ce que... ça aussi, c'est une question que j'avais déjà entendue. Est-ce que si on fait... Parce que dans certaines circonstances, je pense que ça prend 2 témoins. Est-ce que le fait qu'il y ait un notaire, on n'a pas besoin des témoins ou... Bien, c'est soit devant témoin ou devant notaire. OK, c'est ça. Mais dans les 2 cas, le médecin doit être impliqué, doit signer tout à fait. ici. Le tiers de confiance aussi doit signer. Fait que, si on fait seulement la procédure, disons, avec le médecin, mais reste qu'il y a le médecin plus 2 témoins plus le tiers de confiance, alors que si on va chez le notaire, bien, il n'y a pas les témoins, là, mais il y a le notaire, la personne qui fait la demande, le tiers de confiance, puis le médecin. Fait qu'il y a quand même plusieurs personnes impliquées, mais on n'a pas les 2 témoins additionnels là, quand c'est devant le notaire. En même temps, c'est tellement lourd de conséquences aussi. C'est tellement formel, c'est tellement... Pour ça qu'il faut vraiment s'assurer que la personne comprend aussi qu'est-ce que ça implique, puis qu'elle prenne le temps. Puis parfois, nous, on a une première rencontre avec le client, mais on va vraiment tout lui expliquer la procédure, puis après ça, il prendra la décision s'il poursuit ou non avec nous. Mais au moins, il y aura eu l'information, puis il y aura eu le temps de justement, de peut-être penser aux souhaits peut-être plus détaillés qu'il souhaite là, inclure dans sa demande, puis pas précipiter les choses, là. Prendre le temps de prendre l'information. Puis avec nous, parfois, c'est ça, on fait juste une consultation juridique au départ, puis après ça, ben là, au moins, la personne va être rassurée, va savoir un petit peu plus où s'enligner. Puis si, finalement, il ne veut pas de nos services pour la suite, il n'y a aucun problème, mais au moins, nous, on aura rempli notre rôle de notaire, puis on aura exercé notre devoir de conseil, puis s'assurer que la personne comprenne bien, puis c'est ça, il faut prendre le temps de bien faire les choses, puis de bien s'informer. Oui, parce que, tu sais, souvent, ça peut venir aussi d'une volonté des proches, parce que, veut pas, tu sais, il y a tellement d'impact sur les proches, la maladie a tellement d'impact sur les proches que, parfois, c'est les proches qui veulent pas avoir à vivre ça, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est très lourd de conséquences, là. Donc, parfois, il y a quand même une insistance des proches de, tu sais, je sais que ma mère voudrait pas vivre ça, ou je sais que mon père voudrait pas vivre ça, mais c'est aussi un peu intrinsèquement que nous non plus, on veut pas vivre ça, puis on veut pas les voir vivre ça aussi, là. Donc, c'est un élément qui est quand même délicat parce que moi, ce que je nomme souvent, c'est qu'il faut vraiment que la demande vienne de la personne, qu'elle nomme elle-même. Oui, l'aide médicale à mourir, je veux y avoir recours, plutôt que parlez-lui-en. Parce que, par exemple, j'ai rencontré une famille dernièrement, puis c'était l'infirmière qui avait parlé de l'aide médicale à mourir anticipée à la fille de la personne qui a un trouble neurocognitif. Puis la fille disait, moi, je me vois pas parler de ça. Ben non. Tu sais, demander à ma mère si elle veut avoir l'aide médicale à mourir anticipée. Je pense pas que c'est mon rôle. Puis elle se sentait pas à l'aise avec la situation. Mais en même temps, si ça vient pas de la mère, ça se peut que ce soit, justement, que la dame soit peut-être même pas apte à comprendre ou que le médecin, c'est plutôt de le dire à la fille, ben, à la personne elle-même. Exactement. Que c'est possible, mais en même temps, c'est tellement été médiatisé. Je pense que l'information a quand même beaucoup circulé, comme maintenant c'est possible de faire une demande anticipée. Fait que là, c'est ce que la personne veut aller de l'avant, est-ce qu'elle veut s'informer avec ça. Parce que, tu sais, oui, des gens qui ont un diagnostic, la première chose qu'ils vont faire maintenant qu'ils savent que c'est possible, ben, ils vont faire la demande anticipée. Mais je peux recevoir un diagnostic demain matin, puis j'en veux pas, moi, d'aide médicale à mourir. Je veux aller jusqu'au bout, puis, tu sais, c'est pas nécessaire. J'ai un diagnostic, je fais une demande. Non, tu sais, c'est vraiment la personne prend sa décision par elle-même, puis oui, ça doit être difficile de ne pas se faire influencer par ses proches, mais il faut vraiment que ce soit nos volontés à nous, là. Il peut y avoir une question monétaire aussi à travers tout ça, malheureusement, là. Fait que, parce que, en faisant une demande anticipée d'aide médicale à mourir, ça veut dire que la personne va peut-être décéder
plus rapidement aussi. Mais il va peut-être Donc, éviter les frais au niveau des résidences, ouais, des CHSLD, etc. Il y a tout ce volet-là aussi. Puis il faut comprendre aussi que c'est pas parce qu'on signe une demande anticipée d'aide médicale à mourir qu'on va nécessairement recevoir l'aide médicale à mourir. Fait qu'il faut vraiment respecter les conditions, puis c'est pas automatique, là. Fait que Puis même si je pense qu'on cadre selon les critères que nous, on a nommés, si on ne présente pas de souffrance psychologique et physique importante, ça se peut que les médecins... Non, c'est ça, c'est vraiment l'opinion du médecin. C'est une condition, là, les souffrances, puis il faut Physique que ça ou soit psychique, persistante, il ouais. faut que ça soit insupportable, puis il faut que ça soit un déclin avancé et irréversible des capacités. Donc, même si la personne, le tiers lève la main pour dire, ben là, on est rendu assez avancé dans la maladie, puis là, je considère que mon proche souffre et tout ça, ben le médecin, lui, si c'est pas dans une situation qui est grave, puis qu'il n'y a pas de souffrance assez importante, que c'est pas le bon moment. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça va pas nécessairement mener à une demande anticipée. Là. Est-ce que vous pensez que c'est possible que, par exemple, justement, le tiers de confiance lève la main, qu'il y a un refus de l'aide médicale à mourir? Est-ce que vous pensez qu'il peut relever la main plus tard, puis que, tu sais, il peut, ben là, pas à répétition de façon très récurrente, mais... je vois pas pourquoi, si la situation s'aggrave, oui, c'est ça, tout à fait. Oui, il pourrait effectivement refaire une demande, je sais pas moi, des mois plus tard, puis que ça peut savoir changer. Ça a déjà été signé, fait que, tu sais... Elle est pas, c'est pas juste une fois, on a droit à une fois. Là. Non, puis le tiers de confiance, en fait, c'est qu'il faut qu'il avise le personnel médical. Ouais. Donc, il n'y a pas... fait que je vois pas pourquoi, plus tard, si la situation médicale évolue de la personne, ben ça. Vous parliez tout à l'heure des 2 médecins, que ça prend 2 médecins, là, l'avis de 2 médecins. L'avis des 2 médecins, c'est au moment... de l'administration. Oui. Parce qu'au devant de la demande elle-même, on a besoin d'un médecin, oui. probablement notre médecin de famille ou notre médecin traitant, puis bon, le notaire ou le tiers de confiance ou les deux... juste un au début, puis deux... un au début, puis deux à plus tard. l'administration. Okay. Oui, tout à Je fait. pense qu'on avait fait le tour. Je vous remercie énormément. Pour vrai, ça a super bien été, finalement. Merci pour Merci l'invitation. beaucoup d'avoir été présente, de m'avoir offert ce temps-là. Puis je pense que ça peut bénéficier à tout le monde qui va être à l'écoute. On l'espère. Merci. Oui, merci à toi.